donner la vie va m'emporter parce que je suis pauvre. Alors où est ma dignité, le sens de ma vie, sans mon émancipation? Selon les chiffres de l'UNICEF rendus publics par Amnesty International. Certes, les autorités togolaises ont pris à bras le corps la question de la santé maternelle à travers plusieurs programmes, dont celui résout les problèmes persistent cependant. Pour Amnesty International Togo, des mesures urgentes s'imposent dans la santé maternelle pour y remédier. Nous en parlons justement dans cette émission. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur le www.radiojena.tg. Alors nous sommes avec Amnesty International, Sonia Mitipé, chargée de campagne et de la mobilisation. Sonia, bonjour. Bonjour Elie, j'espère que vous allez bien. Bien, ravi d'être, merci plutôt d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Adévisan Lassé, coordonnateur à l'éducation aux droits humains au niveau de Amnesty International. Adévi, bonjour. Bonjour Elie, bonjour à nos auditeurs, bonjour à nos spectateurs, puisque j'ai compris qu'on est également en direct sur Facebook. Voilà, et pas besoin de vous demander à vous comment est-ce que vous allez, le sourire veut tout dire. La vie est belle. D'accord. Bienvenue sur www.radio.jena.tg. Je suis Elie Atipo pour cette émission. Alors, on parle des chiffres qui sont assez élevés quand même au niveau de la mortalité infantile, néonatale et surtout maternelle, avec les derniers développements de l'actualité, des femmes qui décèdent. Alors Sonia, comment est-ce que cela peut se justifier encore dans une nation, dans un État à ce 21e siècle? C'est une question colle ou quoi? Bon, je dirais pas que les chiffres que tu viens de dénoncer sont exclusivement des chiffres qu'on peut retrouver au Togo, mais c'est dans la plupart des pays dans le monde entier. Même dans les pays développés, il y a des cas de décès dus à la mortalité maternelle, de même que les décès des enfants ou bien les décès néonataux. Donc, au XXIe siècle, on constate encore qu'il y a de ces genres de choses, la mortalité maternelle, qui est due à différents problèmes ou bien différents obstacles dans le cadre hospitalier, que ce soit au Togo ou dans le monde. Mais avant de répondre, je voulais juste dire en fait que Amnesty International avait fait sortir un communiqué le 31 juillet 2023, l'année passée, où on évoquait essentiellement les mauvaises conditions d'accouchement des femmes enceintes et également la mauvaise prise en charge des femmes dans le milieu hospitalier, de même que les conditions de travail du personnel médical, que ce soit les sages-femmes, les infirmiers, les docteurs, etc. Donc, dans ce communiqué, on relevait un certain nombre de choses que nous avons constatées suite à une enquête que nous avons menée auprès de certains hôpitaux ici à Lomé et à l'intérieur du pays, à Néro précisément, et également auprès de certaines patientes qui ont bien voulu partager leur témoignage ou bien leur vécu dans les milieux hospitaliers. Donc, ce communiqué révèle en fait qu'il y a différents types d'obstacles ou bien de problèmes dont sont confrontés le personnel soignant, de même que les patientes qui fréquentent les lieux hospitaliers. Et comme problème, je dirais d'abord qu'il y a un manque de personnel qualifié. D'abord, il y a un manque de personnel qualifié parce que quand on arrive dans certains hôpitaux, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de sages-femmes pour prendre en charge une personne. Au Togo, récemment, on a dénombré qu'il y avait une sage-femme pour 14 000 personnes. Une sage-femme pour 14 000 personnes? Oui, c'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire, ça ne peut pas être bien fait, quoi. C'est impossible. Donc, il y a un manque cruel de personnel au niveau du secteur public de hospitalier au Togo, et c'est une des conditions qui font que une sage-femme qui doit faire la consultation et peut-être une autre qui fait l'accouchement, peut-être une autre qui est au niveau de la délivrance ou bien des couches post-accouchement. Donc, ça fait qu'il n'y a pas assez de bras pour pouvoir accueillir les femmes qui viennent en couche, et ce qui fait que des fois, on déplore peut-être des décès ou bien des mauvais traitements ou bien également le retard dans certaines prestations du secteur hospitalier. Entre autres obstacles, on peut également noter
la pénurie de gynécologues, par exemple. Lors de notre enquête, on s'est rendu compte que au Togo, il y a dans l'ordre national des gynécologues du Togo 127 gynécologues, mais seulement 27 travaillent dans le secteur public. Donc, dans les hôpitaux publics, on n'a que 27 gynécologues sur les 127 qui sont inscrits dans l'ordre des gynécologues. La centaine se retrouve alors dans le privé. C'est mieux rémunéré. C'est ça. S'il y a 127 et 27 dans le public, voilà. Les 100 autres se retrouvent dans le secteur privé. Ce qui fait qu'on a eu un témoignage d'un gynécologue qui dit qu'il a eu à pratiquer, je pense, 5 ou 6 accouchements lors d'une nuit de garde. Et il était également obligé de rester le lendemain parce qu'il n'y avait pas un autre médecin pour faire les consultations du jour. Donc, imaginez la charge de travail de ce médecin. Et l'erreur peut vite arriver parce que la personne, elle est psychologiquement épuisée, physiquement épuisée. Donc, il peut arriver des erreurs tout de suite et ces erreurs peuvent conduire des fois à des décès ou à des mauvais traitements de la part du secteur hospitalier. Je ne sais pas si je vais tout dire, mais je vais passer la parole à Lacé. Pour qu'il continue. Justement, elle a évoqué quelques défis et obstacles dans ce domaine de la santé maternelle au Togo. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Vous êtes forcément Amnesty International sur le terrain. Forcément, il y a des témoignages, il y a des choses que vous avez vécues qui vous marquent. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Heureusement que personnellement, je n'en ai pas vécu, ça rend grâce. Mais on en a entendu des choses que d'autres ont vécues, surtout le personnel, toujours parlant du personnel, qui se plaît également de la charge du travail. La charge du travail, parce que vous êtes en effectif insuffisant pour commencer, mais vous devrez gérer la charge administrative, vous devrez gérer le côté médical, et puis viendra s'ajouter Ouezou avec sa charge de travail. On pourrait en parler après si vous voulez. Il y a la question également de l'équipement. La discussion avec les sages-femmes, avec le personnel hospitalier, ils nous ont expliqué que l'équipement, enfin, pour un gynécologue qui parlait à l'équipe d'enquête, il disait qu'on dirait qu'on est encore dans les années 1800 au Togo, en fait, en termes d'équipement, parce que les équipements de pointe ne sont pas là. Mais quand cela ne tienne, ce n'est pas forcément une question d'équipement de pointe, mais le minimum même n'est pas là. Une sage-femme explique que elles en arrivent à utiliser les lampes torches de leur téléphone comme on le ferait dans nos chambres pendant cette période de délestage. Heureusement qu'on arrive à tenir notre émission. Et non, ce n'est pas qu'ici. J'ai été dans une unité quelque part au nord où parfois la sage-femme disait ils étaient obligés de mettre les lampes torches que les chasseurs mettent à la tête pour pouvoir aider les femmes à coucher. Ce qui n'est pas du tout normal. Ce qui n'est pas du tout normal par rapport au scalpel, aux ciseaux, etc., qui doivent utiliser les lames de bistouri et tout ça. Il arrive souvent qu'elles en manquent au point que elles sont obligées de faire avec les moyens de bord. Quand je dis les moyens de bord, des fois c'est faire des incisions sans anesthésie, ou même des incisions avec des lames qu'on connaît, parce que l'urgence fait que vous devrez aller à ce stade. Donc pour dire qu'il y a un problème fort d'équipement également qui se pose. Les conditions de travail, Sonia a commencé par en parler, la charge de travail pour un médecin qui finit de travailler pour une garde mais continue. Le programme Ouezou, quand on a discuté avec les sages-femmes notamment, qui aident nos sœurs et nos mamans à s'enrôler parce qu'il faut faire tout via les téléphones, nous explique qu'il leur faut 10 à 15 minutes pour enrôler une femme. Du coup, pour enrôler une dizaine de femmes, ou ne serait-ce que 6 femmes, il te faut 1 heure de charge supplémentaire. C'est sûr que ce n'est pas 6 femmes que tu as en une journée, en fait, en termes de consultation. Pour dire qu'au final, vous avez vite fait 2 heures à 3 heures de charge de travail supplémentaire parce que le gouvernement veut aider en soulageant les gens à travers le programme Ouezou, mais on en discutera, comme je disais. Il y a encore des choses à régler sur ce programme-là. Après, il y a les relations également entre les prestataires de santé, sages-femmes, médecins et les patientes, parce que des fois c'est tendu. Quand la sage-femme doit gérer 8 personnes en travail et trouve que certaines sont capricieuses, le ton est vite monté.
des deux côtés. Par contre, s'il y avait le personnel suffisamment pour prendre en charge ces situations, une femme, un infirmier, une infirmière prendrait en charge quelqu'un et l'accouchement ou le processus serait plus doux. Bref, on peut continuer la liste, mais bon, je pense qu'au fur et à mesure, peut-être d'autres choses reviendraient. Donc, en d'autres termes, on pourrait comprendre, même si on ne tolère pas quelquefois, que ces sages-femmes aussi haussent le ton quand même vis-à-vis de nos patientes, au vu de la charge qu'il y a. En tout cas, bonne chance à toutes les sages-femmes, quand même beaucoup de courage pour pouvoir y aller. Alors, dans votre communiqué, Sonia, vous l'évoquiez il y a un instant, il y a un manque de personnel et d'équipement. Dites-nous en quoi ce manque impacte-t-il réellement les soins maternels au Togo? Oui, comme la CV venait de le dire tantôt, le manque d'équipement, s'il n'y a pas d'équipement adéquat pour pouvoir aider les femmes qui sont en couche, des fois on est obligé d'utiliser des moyens aléatoires ou bien des moyens rudimentaires pour pouvoir aider les femmes à accoucher. Vous-même, vous l'avez évoqué dès le début de l'émission, on est au 21e siècle. Et il y a des choses normalement qui ne devaient pas se faire, qui ne devaient plus se faire. Parce que le monde évolue, les droits de l'homme également évoluent. Et peut-être qu'il faut rappeler que la santé relève des droits de la santé. Les droits de la santé font référence aux droits économiques, sociaux et culturels et qui est consacré dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dont le Togo est partie. Le Togo a signé ce pacte-là. Et donc, il a obligation de pouvoir accorder ses droits, ou bien de pouvoir aider sa population à pouvoir jouir de ses droits, dont les droits à la santé, les droits économiques et les droits sociaux. Ici, on est en présence des droits à la santé, du droit à la santé. Donc, le manque de personnel, le manque d'équipement. Des fois, quand tu vas dans certains hôpitaux publics, les femmes sont couchées au sol. Je ne sais pas si vous vous souvenez du titre de notre communiqué, qui était que les femmes accouchent par terre par manque d'équipement. Parce que dans certains lieux, il n'y a pas de lits sur lesquels les femmes doivent s'accoucher, ou bien les lits sont tous occupés. Donc celles qui sont en travail, au même moment, peut-être qu'il y a 4 lits, tous les 4 lits sont occupés. S'il y a une 5e qui est en travail, elle est obligée d'accoucher au sol. Donc, c'est ces conditions ou bien ces éléments relevés dans notre communauté, notamment le retard dans les soins parce que il y a charge de travail ou parce que les sages-femmes sont surchargées, elles n'arrivent pas à subvenir aux besoins des femmes enceintes sur le moment, ou bien sur le champ, ou bien sur le moment où la femme en a besoin. Il y a également la qualité des soins qui est compromise puisqu'il y a un manque cruel de matériel pour pouvoir aider les femmes à accoucher dans des conditions normales et dignes en fait. Et il y a également l'accès à des soins spécialisés, je parlais tantôt, où les gynécologues, des fois quand tu vas dans certains hôpitaux, les femmes enceintes sont là, mais le gynécologue n'est pas encore là. Mais pourtant, les femmes sont là-bas depuis l'aurore, comme on dit. 4 heures. Mais tu arrives, même à 10 heures, tu ne trouves pas encore le gynécologue parce qu'il n'est pas encore arrivé. Même pour la vaccination des enfants, c'est pareil. C'est pareil. Donc, tous ces obstacles-là font que les soins administrés à nos mamans, à nos sœurs, à nos petites sœurs, ne sont pas adéquats et ces manques-là peuvent entraîner des conditions déplorables, voire jusqu'au décès des fois de nos mamans ou bien des enfants. Alors, Amnesty International. Parlant de décès ou des risques de décès, si tu permets, Elie, c'est ces anecdotes qui me viennent à l'esprit pendant que Sonia est en train de parler. Il y a un des témoignages d'une sage-femme qui expliquait que en consultation, puisqu'elle assistait le gynécologue du jour, la dame qui venait d'accoucher quelques jours, semaines plus tôt, est revenue en consultation parce qu'elle se plaignait de douleurs abdominales, douleurs bas-ventre et tout ça, douleurs pelviennes. Et on a dû refaire une échographie, on voit qu'il y a encore quelque chose là-bas, dans son utérus. Et elle avait subi une césarienne. Et donc, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose. Mais c'est pas un enfant. Oui, puisqu'elle venait d'accoucher. On ne devrait pas en rire. Et finalement, on décide de rouvrir
de refaire de rouvrir la personne, le bas-ventre pour voir de quoi il s'agit concrètement dans l'utérus. On constate que c'est un pansement qu'on a oublié là-bas. C'est-à-dire l'expression de la charge de travail, de la fatigue et donc des erreurs médicales possibles parce que le médecin est fatigué, parce que l'équipe est peut-être fatiguée, parce que la charge de travail est trop. Ce n'est peut-être pas la seule césarienne prévue. Qui était prévu en ce jour. Donc l'urgence fait que vous avez évacué l'essentiel, l'enfant est sorti, on confie la fermeture à quelqu'un moins expérimenté, etc., avec les conséquences là. L'autre témoignage, Sonia disait que les femmes accouchent par terre, c'est le titre choc du communiqué. Mais le titre n'est pas sorti de nulle part en réalité. C'est un témoignage d'une patiente qui a été pour accoucher. Pendant qu'elle souffrait, les sages-femmes infirmiers disaient que tu es encore à deux doigts, une manière de dire que le col n'est pas assez dilaté et donc tu dois encore patienter. Alors qu'elle estime qu'elle souffre beaucoup. On lui a dit va te recoucher, elle y est allée, mais la douleur était telle qu'à un moment, elle sentait que l'enfant voulait sortir. Elle criait, mais l'équipe estimait que ça fait 2 minutes à peine qu'on t'a quitté, quoi. Donc si tu cries encore que c'est purement des caprices ou je sais pas ce qu'elle penserait. Et elle a essayé de se lever et l'enfant était en train de sortir, donc elle a dû s'agenouiller, s'affaisser par terre pour laisser l'enfant sortir par terre. Malheureusement, je ne peux pas expliquer ça médicalement, on aura l'occasion de revenir avec un médecin si vous me permettez. L'enfant était moribond en quelque sorte et 2 jours après est décédé. Pour dire justement les difficultés ou les défis là, ce que ça entraîne en termes de difficultés d'accès aux soins de santé, du bon soin de santé, des bonnes conditions d'accouchement dans nos communautés. Je terminerai en termes d'impact ou d'impact sur les soins maternels avec le programme OESU. Le programme OESU qui a le mérite de vouloir prendre en charge tout parti. Et c'est sur ce programme, le gouvernement dit aucune femme ne devrait mourir en accouchant. Exactement. Donc, malheureusement, dans aucune femme, on semble ne pas prendre en compte les femmes de moins de 18 ans qui malheureusement tombent également enceintes au Togo. Donc le programme automatiquement ne prend pas en charge les femmes de moins de 18 ans parce que pour renseigner les données, on suppose que tu dois être majeur. Donc les sages-femmes sont soit en train de faire des forcings pour enrôler des femmes de 16-17 ans en considérant qu'elles ont 18 ans pour pouvoir bénéficier du programme, ou si elles sont paresseuses, disent tout simplement que le programme n'est pas éligible pour vous. Et pourtant, les tests togolais disent à 16 ans, la fille peut se marier sous certaines conditions. Si ces mêmes tests autorisent une fille de 16 ans à se marier, mais c'est qu'il faudrait revoir également ce côté. C'est l'un des appels que nous lançons à travers la campagne ou la campagne que nous menons autour de ce communiqué. D'accord. Alors, on dira toujours, c'est Amnesty International, toujours à crier, toujours à talonner les gens. Alors, pourquoi est-ce que vous vous lancez maintenant dans cette histoire de campagne de sensibilisation sur la santé maternelle? On vous avait connu plus titilleux sur les droits de l'homme, c'est vrai. Vous parlez des droits socio-économiques, mais vous étiez beaucoup plus très actif sur la violation flagrante, les détentions, les meurtres et autres. Oui. Sonia. Bon, c'est le côté qu'on connaît d'Amnesty. J'ai connu ce côté quand j'étais encore au CM1 ou au CM2. Oui, c'est le côté que la plupart connaissent sur Amnesty International, qu'on défend les droits civils et politiques. Mais les droits humains ne sont pas que les droits civils et politiques. On dit qu'il y a plusieurs sortes de droits. Bon, il y a une scission qui est arrivée à un moment donné de l'histoire, scission qui ne devait pas avoir lieu, mais bon, on fait avec. Et donc, les droits civils et politiques, à côté d'eux, on a les droits économiques, sociaux et culturels, dont font partie le droit à la santé. Et c'est des droits qui doivent être également garantis à la population, parce que c'est des droits qui évoquent en fait la dignité de la personne humaine. C'est-à-dire une personne
qui ne bénéficie pas de soins de santé adéquats, une personne qui n'a pas un droit économique assuré, une personne qui ne bénéficie pas de ses droits culturels n'est pas une personne équilibrée normalement. Donc, à côté des droits civils et politiques que l'on connaît, il doivent également s'ajouter les droits économiques et socio-culturels pour que la personne puisse être une personne équilibrée au vrai sens du terme. Donc, c'est pour ça que c'est vrai qu'on nous connaît sur l'autre côté, mais également, il y a les droits économiques et socio-culturels qu'on doit promouvoir et qu'on doit défendre. D'où la nécessité de pouvoir faire campagne sur le droit à la santé. Notre objectif était au départ de faire une campagne sur la santé, mais la santé englobe beaucoup de choses. Beaucoup de champs. Voilà. Et donc, on a opté pour le champ sur la santé maternelle parce que c'est quelque chose qui parle à la population. C'est quelque chose que la population vit au jour le jour. C'est quelque chose que dans toutes les maisons, il y a une maman, il y a une fille. On est tous passés par une maman. qui va aller accoucher. Donc, c'est des choses qui parlent à la population et la population serait véritablement impliquée dans cette campagne. Donc, c'est pour ça que, au vu de tous ces faits, on a décidé de pouvoir faire une campagne d'abord pour sensibiliser la population, parce que la population également doit pouvoir être sensibilisée qu'il a des droits économiques, sociaux et culturels qui doivent être garantis par l'État. On doit également pouvoir alerter les autorités en discutant avec eux sur les défis auxquels sont confrontées les femmes lors des accouchements dans les hôpitaux. Et on doit également pouvoir permettre à accompagner le gouvernement à pouvoir améliorer les soins de santé pour que les femmes puissent accoucher dans de bonnes conditions. Toutes ces conditions, mais tous ces faits relèvent de la garantie du droit à la santé maternelle. C'est pour ça que nous avons intitulé, par exemple, notre campagne « Ensemble pour la garantie du droit à la santé maternelle au Togo ». Donc, c'est ensemble que nous pouvons, avec le gouvernement, aider à pouvoir permettre aux femmes de jouir de leur droit à la santé, de pouvoir accoucher dans des conditions normales. Il y a des hôpitaux dans le monde entier. Bon, il est permis de rêver, hein, mais il y a des hôpitaux dans le monde, dans une partie du monde, où tu peux aller accoucher uniquement avec tes vêtements que tu as sur le corps. Tu ressors, tout est assuré. Voilà, donc il faut qu'on arrive au Togo à ce niveau-là pour les femmes. Ce serait formidable, quoi. Voilà. Il faut rappeler que nous sommes tous passés par un hôpital. Le chef de l'État est passé par celui d'Afagnan. Je suis passé par celui de Kara. Tout le monde est passé par un hôpital quand même. Et donc, on est tous, nos femmes, ici aussi iront dans les hôpitaux. Alors, votre campagne au niveau d'Amnesty, je rappelle que nous sommes dans l'émission L'heure du droit. Nous parlons de la santé maternelle justement avec vous au niveau d'Amnesty. Vous dites que vous exigez la dignité. Alors, une telle campagne, comment est-ce qu'elle vise à améliorer les soins si vous exigez de la dignité à des vies enlacées? Merci beaucoup, Elie. Comme toute campagne et en complément à ce que disait Sonia tout à l'heure, deux volets. D'abord, informer, sensibiliser les populations. D'une part, donc, population, nous les appelons les détenteurs de droits. D'autre part, demander à ce que l'État, les autorités, les détenteurs d'obligations mettent en œuvre leur engagement vis-à-vis du secteur de la santé. Parlant d'information, de sensibilisation de la population, c'est d'abord pouvoir informer les populations, mettre la puce à l'oreille aux populations que le droit à la santé, c'est un droit fondamental. On semble l'ignorer, on semble penser que c'est une faveur qu'on m'accorde en créant un centre de santé à côté de moi ou en mettant le personnel qu'il faut ou l'équipement qu'il faut. Non, c'est un droit. C'est un droit, et parce que c'est un droit, l'État a l'obligation de tout mettre en œuvre pour que les citoyens puissent en jouir. Au-delà, quand on discutait avec les populations, quelqu'un qui se lève à 4 heures, pour une consultation qui devrait peut-être commencer à 8 heures, qui est à l'hôpital, n'a pas d'informations sur par où commencer, où prendre quel bon, où prendre quel carnet, par où prendre sa température, etc., qui se fait crier dessus, qui se fait humilier au point où
le premier rendez-vous, elle est rentrée chez elle, parce que le rendez-vous là, ou la visite là, a servi plus pour savoir comment ça se passe, pour revenir le lendemain, pour mieux faire. En abord, cette dame vous dit tout s'est bien passé, que tout va bien. C'est-à-dire que c'est devenu, ou c'est rentré dans cette conscience collective des femmes que c'est comme ça se passe, c'est comme ça doit se passer. Quand les sages-femmes ou le personnel nous crient dessus, c'est normal, c'est comme ça doit se passer. Ne sachant pas que c'est parce qu'elles sont en nombre insuffisant que la charge de travail les rend peut-être un peu plus nerveux et donc que la courtoisie commence pas à manquer. La chaîne est longue pour dire que nos populations, où nous avons besoin d'informations, nous avons besoin de sensibilisation. Donc, cette campagne va permettre de faire cela. Les obligations de l'État cette fois-ci, pour dire que l'État, les autorités ou l'État s'est engagé à respecter un certain nombre de normes. Entre autres, de consacrer au moins 15% de son budget au secteur de la santé. 15%. Est-ce qu'on y est? On n'a même pas encore 10%, mon cher. On n'a pas encore 10%. Donc il faut les mettre devant leurs responsabilités. C'est un engagement qu'ils ont pris. Donc la campagne doit permettre de rappeler aux autorités que vous avez des obligations dans ce sens. Si ces engagements sont respectés, si la part de budget là est consacrée au secteur de la santé, ça aurait pu permettre à ce que le personnel suffisant, qualifié, soit recruté et donc mis à la disposition des centres, que les équipements soient là. Mais également parlant de certains vécus spécifiques, que par exemple une femme qui vient d'accoucher ne soit pas obligée de se taper 2 étages pour venir faire ses besoins en termes de toilettes en bas, pour remonter, continuer par surveiller son nourrisson. Qu'une femme qui vient d'accoucher ne soit pas obligée d'acheter de l'eau chaude à 300 francs les 5 litres pour pouvoir prendre soin de son nourrisson et d'elle. Et d'elle-même dans un centre de santé public. Ou que une accompagnante soit obligée de payer 50 francs, 25 francs parce qu'elle voudrait aller aux toilettes. Aller aux toilettes dans un centre de santé public. Tout simplement parce que d'un côté, on n'a pas assez de budget consacré au secteur. Donc ça engendre tout ce... Et surtout de laisser la mère et l'enfant dans une chaleur intense. Chaleur intense. Et moustique. Moustique. Voilà. Il faut aller dans le plus grand hôpital du Togo, vous verrez. Voilà. Nous continuons dans cette émission, l'heure du droit sur la santé maternelle. Alors, aujourd'hui, pour arriver véritablement à cette campagne, Sonia, vous qui êtes chargée de la campagne et de la mobilisation, quels sont les moyens dont vous disposez pour pouvoir atteindre votre objectif exactement? Alors, je pense que l'AC a commencé par parler de ces moyens-là. Quand on dit campagne, souvent, il y a 2 volets auxquels peuvent s'ajouter d'autres volets, mais les 2 volets principaux, c'est la sensibilisation et l'information du public et des plaidoyers ou des lobbying auprès des autorités pour qu'ils puissent respecter leurs obligations, pour qu'ils puissent respecter les engagements qu'ils signent en matière de droits humains. Et donc, premier moyen que nous avons pour pouvoir faire avancer cette campagne, c'est de pouvoir faire des plaidoyers auprès des autorités togolaises. Et notamment, dans ce sens, nous avons une pétition que nous avons mise en ligne. La pétition est adressée au ministre de la Santé, le professeur Miji Awa, pour qu'il puisse être au courant de ce que la population vit. Peut-être que j'exagère en disant ça, peut-être qu'il est au courant de ce que la population vit, mais juste pour lui rappeler que la population a tel souci, le personnel soignant... le bénéfice de doute? Oui. Jusqu'à preuve du contraire. Toute personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. C'est le ministre voilà. de ce secteur. C'est donc, son devoir, c'est son travail. Donc, il est censé être au courant. Voilà. Et puis, il se doit de prendre des mesures dans ce sens. Donc, cette pétition, elle est sur notre site internet. Je profite de l'occasion pour peut-être parler du site. C'est www.amnestytogo.org. Dès que vous allez sur ce site, vous pouvez également apposer votre signature pour pouvoir également participer à cette campagne-là pour que le ministre de la Santé puisse savoir, ok, la population
souffre, la population également aimerait que les choses changent. Donc, c'est ces genres de plaidoyer que nous faisons à l'endroit des autorités pour pouvoir aider la population à entrer dans la jouissance de ses droits, de son droit à la santé. Alors, entre parenthèses, cette campagne, la signature, elle est totalement anonyme. Complètement anonyme. Je pense qu'il faut insister. Ça. Oui, pour le Togolais, il faut insister. Voilà. Qu'on ne saura pas que c'est Elie, c'est Marus, c'est Sonia ou c'est Adjeli. Pas du tout. Et peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de dire. Là, quand tu signes la pétition, c'est le ministre qui le reçoit en même temps. Mais elle est complètement anonyme. Le ministre ne peut pas savoir que c'est toi qui l'as envoyé, ça jamais. Voilà. Mais le ministre est censé recevoir cette pétition-là pour l'alerter sur les conditions d'accouchement des femmes dans les milieux hospitaliers. Cette pétition se trouve sur le site d'Amnesty Togo, www.amnestytogo.org. Je répète, www.amnestytogo.org pour la signature de cette pétition, que vous soyez au Togo ou à l'extérieur du pays, c'est possible. Donc, deuxième volet, sensibilisation du public. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire ici, de pouvoir alerter l'opinion publique, de pouvoir également alerter les autorités. Je suis sûre que la population et les autorités nous suivent en ce moment et j'espère que le message ne va pas rentrer dans des oreilles de sourds et que, au travers de votre média et d'autres médias avec lesquels nous avons eu à faire des émissions, le message est passé et que les personnes concernées écoutent le message et ils prendront des engagements pour que la situation change, pour que le lendemain de nos mamans, le lendemain de nos sœurs soit plus radieux dans l'avenir. Donc, c'est ça la sensibilisation. Il y a également des articles que nous mettons en ligne régulièrement, toujours sur notre site internet, en ce qui concerne le droit à la santé. Vous pouvez également aller sur le site www.amnestytogo.org pour pouvoir vous renseigner sur les articles, pour pouvoir vous informer sur ce que vivent les femmes en couche dans les milieux hospitaliers. Autre volet, j'avais énoncé ça peut-être au départ, que nous avons eu à faire une enquête et avec cette enquête-là, on a pu rencontrer certaines patientes qui ont bien voulu partager leur histoire avec nous. Et ça continue. Si une personne se sent le besoin de pouvoir peut-être parler de ce qu'il a vécu dans un centre hospitalier, de ce que sa sœur a vécu, de ce que sa maman a vécu, de ce que sa femme a vécu, nous sommes ouverts. Nos bureaux sont à Casablanca, en face du bar La Camionnette. Vous pouvez venir là-bas nous parler de votre histoire, ou bien vous pouvez également nous écrire sur notre numéro que je vais donner à la fin de l'émission pour pouvoir également nous faire part de ce que vous vivez. C'est en fait une collecte de données que nous continuons par faire pour pouvoir alimenter ce dont nous parlons, pour pouvoir avoir de la matière à pouvoir dire que voilà ce qu'on rencontre dans le milieu hospitalier. Donc, on lance également l'appel pour toute personne qui est intéressée à pouvoir partager son histoire. Elle est complètement anonyme. Voilà. Et nous sommes ouverts à recevoir ces témoignages-là. Il faut rappeler qu'il ne s'agit pas uniquement des femmes qui ont vécu cela parce qu'on parle de santé maternelle, non. Les hommes aussi ont peut-être accompagné leur épouse et ils en ont vécu. Vous pouvez toutefois venir donner votre témoignage à Amnesty International. Parlant des hommes, justement, spontanément, à la suite de cette campagne ou dans l'élan de cette campagne, un monsieur est venu nous raconter justement que dans un des centres de santé, il a compris finalement que des fois ce n'est pas seulement l'argent qui te permet d'avoir les soins, mais c'est également les personnes que tu connais. C'est-à-dire que on lui demandait de payer tel, de donner tel, mais finalement, il a l'impression que tout ce qu'on lui demandait, ça rentrait dans les poches de quelqu'un où ça ne servait à rien. Il a fallu que, dans son désarroi, qu'il contacte un prêtre qui a pu contacter un médecin dans le centre de santé pour que le médecin vienne en relais pour la prise en charge de sa femme qui était en travail et en 2 temps 3 mouvements, sans finalement que tout ce qu'il avait dépensé, qu'il ne sache à quoi ça a servi, que sa femme puisse
accouché dans des conditions relativement mieux que ce que présageait ce qui se passait antérieurement. Pour dire justement à la suite de ce que tu disais, Elie, que les hommes également peuvent nous approcher pour nous donner des témoignages, et pas que les patients et patientes ou accompagnants, mais également le personnel médical. Instantanément également à la suite de nos communiqués de notre campagne, certaines personnes du corps, certains personnels de la santé nous ont approchés pour nous faire part de certaines difficultés particulières, tant par rapport aux infirmiers d'État, par rapport aux sages-femmes, par rapport aux gynécologues, pour soutenir un peu l'argumentaire ou pour ajouter de l'eau à notre moulin par rapport à tout ce qui est en train d'être fait pour encourager Amnesty et au-delà d'Amnesty tous ceux qui participeraient à cette campagne à aller de l'avant parce que le besoin est réel en fait. Alors, une question qui me vient, est-ce que Amnesty ne ferait pas aussi bien de s'associer peut-être à d'autres organisations pour mener à bien cette lutte ou ce plaidoyer? Justement, je pense que ça n'avait pas terminé. Ah, ok. Il y a de la collaboration avec nos partenaires locaux. Notamment, je veux saluer ici la présidente de l'association des sages-femmes du Togo qui nous a véritablement accompagnés lorsque nous l'avons approchée dans le cadre de cette campagne-là, avec elle nous avons eu à discuter des difficultés auxquelles sont confrontées les femmes, les sages-femmes également. Et je tiens à remercier l'association des sages-femmes du Togo pour son accompagnement qui est toujours là pour pouvoir nous suivre et nous accompagner dans l'évolution de la campagne. Donc, nous travaillons avec les partenaires locaux. Il y a d'autres associations avec lesquelles nous travaillons également, d'autres jeunes, d'autres corps médical dont l'AC vient d'évoquer. Donc, voilà tant de personnes qui nous accompagnent dans le cadre de cette campagne. Tant de personnes qui disent, oui, c'est un problème, mais personne n'en parle. Il est temps de pouvoir agir. Donc, on collabore avec des partenaires locaux sur cette campagne-là du droit à la santé maternelle. Alors là, pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai, vous avez un peu abordé, mais comment est-ce qu'ils prennent part effectivement à cette campagne? Comment ils prennent part effectivement à cette campagne? Pour prendre part effectivement à cette campagne, j'ai envie de dire deux choses à faire. Deux choses. Première chose, je pense qu'ils sont en train de le faire déjà en suivant notre émission là. Merci à vous également de nous avoir invités. Mais au-delà de cette émission, c'est de continuer par s'informer en allant sur le site d'Amnesty, en allant sur les réseaux sociaux, les canaux sociaux d'Amnesty, c'est Amnesty Togo, peu importe le canal sur lequel vous êtes, pour voir les témoignages des femmes qui souffrent, pour voir les témoignages du personnel hospitalier, pour voir les données sur la situation de la santé maternelle, histoire de prendre conscience de la réalité du problème de l'accès au droit à la santé, surtout le droit à la santé maternelle et néonatale au Togo. D'une part, donc après avoir pris connaissance de ces informations-là, ça vous force forcément, ça vous amène forcément à passer à l'action, c'est-à-dire, et c'est là la deuxième chose que j'encourage tout le monde à faire, d'aller sur le site de Amnesty Togo, qui est amnestytogo.org, pour pouvoir signer une pétition. Nous l'appelons un email to target, dans le sens de, en cliquant pour dire que je signe ou en disant j'envoie un mail, en réalité vous commandez Amnesty d'envoyer en votre nom un mail à l'autorité pour lui dire de prendre action sur un certain nombre de sujets. Lesquels sujets sont dans le courrier que vous allez lire sur notre site. Entre autres, de revoir la part de budget consacrée à la question de santé, de travailler pour un personnel plus qualifié, important en termes de nombre, de travailler pour l'accessibilité de matériel, pour que les hôpitaux aient le matériel qu'il faut pour travailler en faveur des patients, etc. Donc, pour dire que l'une des actions va t'amener à l'autre, l'information t'amènerait à l'action. Et au-delà de signer, nous encourageons les internautes, nous encourageons ceux qui vont prendre l'initiative à partager également l'information autour d'eux, pour que d'autres personnes se rendent compte que
la réalité est palpable, la réalité est là. Imaginez que le ministre ou que vous, ministre, vous recevez dans la journée 100 mails de 100 citoyens togolais lui disant « S'il te plaît, monsieur le ministre, à la pédiatrie, il n'y a pas de place pour une femme qui vient d'accoucher pour rester à côté de son enfant. Elle est obligée de rester debout à côté de son enfant alors qu'elle vient d'accoucher. Ou elle est obligée de ramener sa chaise de la maison pour rester à côté de son enfant alors qu'elle vient d'accoucher. Elle a encore les douleurs de l'enfantement. » Imaginez 100 citoyens, 200 citoyens qui lui envoient le même courriel par mail à un moment. Il est un homme également, il a une conscience, il a une famille, il pense à eux et il veut bien passer à l'action. Mais quand c'est juste 2 personnes ou 3 personnes qui le font sporadiquement, ce n'est pas évident qu'on ait les mêmes résultats. Donc j'en appelle à l'action collective de tout à chacun pour amener des changements dans le secteur de la santé maternelle. Madame chargée de campagne de mobilisation, Sonia Ntibé, alors sur ça, votre message pour les populations à la participation de cette campagne pour pouvoir faire bouger quelques lignes avant éventuellement d'évoquer les recommandations que vous pouvez faire au gouvernement. Bon, je pense que Adjevi l'a déjà dit. Notre seule arme que nous avons, c'est de pouvoir signer la pétition. Tant qu'on ne signe pas, la personne concernée ne recevra pas des mails qui lui sont adressés. Donc, je lance l'appel à toute la population, à ceux qui nous suivent aujourd'hui. C'est vrai que dans la conscience humaine collective, on n'arrive pas à signer une pétition parce qu'on se dit que peut-être qu'on sera poursuivi ou peut-être voilà. Mais je le répète ici, c'est une pétition tout à fait anonyme. Depuis que moi je suis à Amnesty International, que je signe les pétitions, personne ne m'a jamais appelé pour me dire « Oui, c'est toi qui as signé la pétition la dernière fois, donc on te recherche. » Donc, soyez sans crainte, vous ne craignez rien en fait à poser juste votre signature. C'est en quelque sorte un cri d'alarme pour dire au ministre que oui, nous souffrons et que nous avons besoin de votre aide. Juste pour donner une idée, la santé maternelle, c'est un sujet sur lequel Amnesty travaille depuis toujours. Et il y avait une campagne qu'on avait lancée au Burkina Faso qui, moi, me frappe toujours. C'est qu'ils avaient signé un pagne. Toutes les personnes qui se sentaient concernées ont signé un pagne. Et ce pagne-là a circulé de pays en pays pour pouvoir récolter des signatures. Et au final, c'était vraiment un long pagne qu'on ne pouvait pas. Et c'est avec ce pagne-là qu'on est allé faire le plaidoyer auprès des autorités pour dire... On leur a fait ce pagne. Faites des habillés portés. Et donc, à chaque fois, vous allez voir qu'il y a une pétition. Donc, nous, on n'a pas le pagne. C'est notre mail, notre site internet que nous avons. Allez sur le site. Ça ne nous coûte rien. Je pense que au moins dans la semaine, chaque personne est une fois au moins connectée. Donc, allez sur le site. Ça ne nous empêche pas de faire WhatsApp. Actuellement, ils sont connectés, ils nous suivent. Voilà. Donc, profitez pour taper, allez dans votre navigateur, faites www.amnestytogo, donc ça fait amnestytogo.org, O-R-G. Et le premier message, la première page que vous voyez, c'est justement la page qui vous dit que au Togo, les femmes accouchent par terre encore et vous demande de signer, vous demande de vous engager, vous demande d'envoyer un mail aux autorités togolaises pour leur demander à ce que ça s'arrête, que ça change. Voilà. Alors, Sonia, des recommandations peut-être pour les autorités togolaises? Moi, je pense qu'on en a parlé tout au long de l'émission, mais juste pour revenir sur ça, c'est de pouvoir allouer des ressources financières nécessaires au secteur de la santé. Parce que le gouvernement a pris des engagements, conformément à la déclaration d'Abuja de 2001, de pouvoir rehausser le budget alloué au secteur de la santé à 15%. Je pense qu'avec le dernier vote du budget Togo, on n'est pas encore à 10%. Et c'est là le moment de pouvoir également sonner l'alerte par rapport à l'augmentation de ce budget-là. Parce que 15%, le secteur de la santé, c'est un des secteurs les plus vulnérables au Togo, les plus vulnérables en fait dans le monde entier. Il est important qu'on puisse y consacrer entièrement et complètement. Donc
15% du budget du Togo, je pense que c'est faisable. Et Monsieur le ministre, nous vous demandons d'écouter nos doléances pour pouvoir hausser ce budget-là à 15%. Ce serait un grand pas pour la santé au Togo, un grand pas pour la santé maternelle au Togo. Donc, voilà une des recommandations. La deuxième recommandation dont je vais parler, c'est le recrutement du personnel qualifié. Parce que avec les discussions avec nos collaborateurs, notamment l'Association des sages-femmes du Togo, ils nous ont certifié, garanti que chaque année, il y a un concours pour le recrutement, pour la formation des femmes, des sages-femmes. Chaque année, il y en a à Lomé et à Kara, dans les deux centres. Donc, c'est pas la formation qui manque, mais c'est le recrutement dans le secteur public qui manque. Et je pense que le recrutement de la fonction publique se fait par concours. Si on pourrait faire une doléance et handicaper un peu le système, je sais pas. Faire un concours de la santé comme on le voit avec le ministère de l'enseignement. Juste un concours de la santé, on n'attend pas le concours général de la fonction publique, mais on consacre un autre concours au secteur de la santé. Comme dans l'enseignement, on le voit. Voilà, ce serait vraiment un grand pas pour pouvoir recruter le maximum de personnes dans le secteur de la santé. Donc, c'est également un autre avis ou bien une autre recommandation que nous faisons au gouvernement, si c'est possible de pouvoir lancer exclusivement un concours sur le secteur de la santé. Ce serait également très avantageux pour la santé au Togo. Et autre chose, c'est le matériel médical. Et je pense que si le budget est augmenté, on aura assez de matériel pour pouvoir soigner les femmes enceintes. Je pense l'exemple que l'AC avait donné par rapport aux lampes. Je pense que les lampes qui s'utilisent généralement s'appellent des lampes sialytiques. Et c'est ça qui manque dans nos hôpitaux et dans nos CMS. Donc, augmenter le budget pour pouvoir acheter des matériels pour pouvoir sauver plus de vies dans le secteur de la santé. Et pour finir, je parlerai également de la formation. C'est vrai qu'il y a la formation qui se fait chaque année, mais si on peut également encore avoir des recyclages. Voilà, par rapport au secteur de la santé. C'est vrai que il y a beaucoup de choses qu'on apprend en pratiquant, mais ce serait aussi bien de pouvoir sensibiliser le secteur de la santé, les femmes enceintes, les sages-femmes et les infirmiers à pouvoir mieux accueillir les femmes qui viennent accoucher, parce que quand tu viens dans un hôpital et qu'on t'accueille, il paraît que ta maladie, tu es guéri de moitié. Donc, l'accueil et comment parler aux mamans, comment parler aux femmes, c'est également important pour pouvoir avoir des personnes et des femmes sains et saines. Voilà. Alors, Adélie Zanlacé, quel sera pour vous votre mot de la fin pour cette émission? Déjà. Déjà. Oui. je commençais par me plaire chez vous. Surtout que c'est chez vous, vous pouvez revenir à tout moment. Merci beaucoup. Surtout que j'ai vu que non seulement tu as pris action en signant la pétition, mais je suppose que d'autres internautes également sont en train de le faire. Donc ça me plaît. Je ne sais pas si c'est ma présence ou notre présence qui donne cet effet, mais je suis encouragé à rester pour avoir plus d'impact s'il le faut. Mais j'ajouterai, si tu permets rapidement, deux petites recommandations, peut-être également à l'endroit des autorités. C'est par rapport à la question des finances. Des mesures sont prises. Les autorités ont mis en place, vous l'avez dit à l'entame, pour pouvoir soulager financièrement la charge de soins pour les femmes en travail, les femmes qui vont accoucher. Quand vous discutez avec les femmes qui utilisent Ouezou, qui ont pu bénéficier de Ouezou, ce n'est pas clair, ce n'est pas transparent. C'est combien vous avez bénéficié et d'abord on m'a donné 300, après j'ai vu que c'est 600, enfin ce n'est pas clair. Et même avec le personnel, tantôt on nous parle de 30 000, tantôt on nous parle de 20 quelques mille, mais dans tous les cas, la plainte constante du personnel, c'est que ce que prévoit de prendre en charge Ouezou, ce n'est pas tous les besoins prioritaires dont a besoin une femme qui vient d'accoucher. Le personnel dit que, par exemple, les produits, les antibiotiques qui sont vitaux
pour une femme qui vient d'accoucher ne serait pas prise en charge par OESO. Donc, en clair, une femme, le programme pense qu'une femme qui vient d'accoucher n'a pas forcément besoin d'antibiotiques pour pouvoir prendre ça en charge. Donc, c'est les produits ferreux, les analyses, etc., les analyses de base et même les analyses pour voir s'il y a des infections ne seraient pas également prises en charge par le programme OESO. Pour dire que l'inégalité, la part de prise en charge financière également n'est pas suffisante. Donc, en termes de recommandations, si action il y a, il faut que les autorités s'y planchent également. Ça a un coût, mais oui, si la recommandation première en termes de allouer plus de ressources budgétaires au secteur de la santé est satisfaite, si cette recommandation est satisfaite, on n'aura pas ce problème en aval en termes de prise en charge des soins OESO. Et au-delà également, c'est de revenir également sur un peu plus de transparence, de responsabilité dans le secteur, c'est-à-dire que il faut que les autorités mettent les moyens pour pouvoir faire un contrôle pour dire telle action qui devrait être faite par telle personne a été réellement faite et mettre tout le monde devant ses responsabilités dans le secteur-là. Parce qu'à ce stade, on en est à ce que je n'ai pas fait ce que je dois faire parce que vous ne m'avez pas donné les moyens de le faire. Donc, donnons les moyens à qui de droit pour que chacun joue sa part, chacun joue sa partition dans le secteur de la santé afin que nos femmes, nos mamans, nos sœurs accouchent dans des conditions dignes qu'il faut. Donc, mot de fin, c'est juste d'encourager une fois de plus les uns et les autres, les auditeurs, les spectateurs, les internautes, à aller sur notre site pour signer la pétition. J'ai constaté que certains l'ont déjà fait comme Élie, mais après avoir signé, c'est de partager également cette pétition autour de vous pour que d'autres personnes prennent action parce que demain, ça peut être votre frère, votre soeur, ça peut être votre maman, ça peut être votre femme qui soit dans des situations difficiles. Donc, faisons au mieux pour que les conditions soient favorables pour tout le monde. Merci à vous, Adjevis Enlacé. Je rappelle que vous êtes coordonnateur à l'éducation aux droits humains auprès de Amnesty International. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Élie. Sonia Mitipé, chargée de campagne et de la mobilisation aussi, était avec nous. Sonia, merci. Oui, merci. Juste pour rappeler le numéro de téléphone. Oui. C'est le 91 68 42 37. 71 68 42 91. Je répète, 91 68 42 37. 91 68 42 37 pour joindre Amnesty International. Alors, on parle de résilience dans la crise sécuritaire. Mais comment pourrons-nous être plus résilients si la crise sanitaire, si nous ne sommes pas pris en charge, si notre santé ne nous le permet pas? Mesdames et messieurs, Amnesty International lance sa pétition sur la santé maternelle. Vous y êtes invités, www.amnestytogo.org pour pouvoir signer cette pétition. Il en va de la santé de chacun de nous, de nos femmes, de nos mamans, de nos sœurs. Je suis Elia Thibault. L'heure du droit de ce jour s'achève ainsi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet de droit dans la société.